Bonjour à tous. Donc bienvenue à ce webinaire, du FC3R qui va porter donc sur l'utilisation de neurones humains et de l'intelligence artificielle pour le criblage haut débit de chimiothèques et l'identification de molécules thérapeutiques dans les pathologies neurologiques. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 2 intervenantes sur cette thématique. Donc tout d'abord, nous aurons une présentation d'Alexandra Benchoua, qui est directrice de recherche au Centre d'études des cellules souches à l'ISTEM, donc l'Institut des cellules souches pour le traitement et l'étude des maladies monogéniques, où elle est responsable des équipes neuroplasticité et thérapeutique et recherche et innovation technologique. Ses activités de recherche sont tournées vers la modélisation et l'étude des maladies neurodéveloppementales d'origine génétique en utilisant exclusivement les cellules souches pluripotentes humaines, ainsi que la recherche de traitements pharmacologiques à haut débit et la médecine personnalisée. Nous accueillons aussi Nassiba Bagdadi, qui est chargée de projet et business développeur chez Netri. Elle est diplômée de l'Université de Lyon en biochimie et biologie moléculaire et a obtenu un doctorat en biologie cellulaire sur les mécanismes de stabilisation des microtubules à l'Institut des neurosciences de Grenoble en 2021. Elle a ensuite obtenu un master en management et administration des affaires à l'IAE de Grenoble. Nassiba a rejoint Netri en 2024, en mars, pour coordonner les projets et soutenir le développement commercial. Et donc, elle nous présentera aujourd'hui leur approche d'utilisation de neurones comme capteurs biodigitaux. Bonjour à tous. J'ai la chance de vous présenter les travaux de recherche qu'on mène à l'Institut STEM. Et nous utilisons donc des cellules souches pluripotentes pour la recherche de molécules thérapeutiques en neuropsychiatrie. Et c'est une méthode alternative à l'utilisation d'animaux. Effectivement, le docteur Alexandra Benchoua, je travaille à Évry, donc au sud de Paris, à l'Institut STEM, plus particulièrement dans le laboratoire Centre d'études des cellules souches. Et comme j'ai été très bien introduite, moi, je m'intéresse particulièrement aux maladies rares d'origine génétique que je souhaite modéliser à partir de cellules souches humaines afin d'étudier donc les mécanismes moléculaires impliqués dans ces maladies et faire de la recherche de traitements pharmacologiques par criblage à haut débit. Et pour ce faire, je dirige 2 équipes, l'équipe neuroplasticité qui s'intéresse à la modélisation des maladies et l'équipe de recherche et innovation technologique qui est plus tournée vers les technologies de criblage. Donc on s'intéresse aux maladies neurologiques et psychiatriques qui ont tout en commun d'être le résultat, en termes de symptômes, d'une atteinte de la connectivité neuronale. Donc nous, on s'intéresse aux troubles neurodéveloppementaux comme par exemple l'autisme ou les épilepsies, donc ça qui sont le résultat d'un défaut de mise en place de ces réseaux de neurones. Mais par collaboration, on travaille aussi sur des troubles psychiatriques comme le trouble bipolaire ou des maladies dégénératives comme la maladie de Parkinson, où dans ce cas, les réseaux de neurones sont perdus avec l'âge. Donc le dysfonctionnement des réseaux de neurones, il peut être dû, en gros, c'est un défaut de câblage. Donc il peut être dû au fait que vraiment le réseau en entier est perturbé, parce qu'il n'y a pas les bons types de neurones, par exemple, ou qui ne se positionnent pas au bon endroit. Ou bien ça peut être dû de façon plus microscopique à un défaut de fonctionnement, une mise en place de la connectivité entre les neurones, du point de connexion qui est la synapse. Et la synapse, donc ce point de connexion entre neurones, il est très particulier puisqu'il va transmettre l'information sous forme d'électricité après stimulation par des neuromédiateurs. Donc c'est vraiment des cellules très particulières, très connectées et très spécialisées, les neurones. Et les troubles neurologiques ou psychiatriques, en général, ils sont multifactoriels. Il y a une grosse composante génétique, mais qui va être aggravée ou révélée soit par l'exposition à des toxiques environnementaux, soit tout simplement par le contexte biologique, comme par exemple l'âge pour les maladies dégénératives. Alors nous, notre but, c'est de modéliser ces pathologies, mais surtout d'essayer d'identifier des candidats médicaments par une approche particulière qu'on appelle le criblage à haut débit. Alors que le criblage à haut débit, il consiste à identifier des molécules intéressantes d'un point de vue thérapeutique parmi des collections de composés chimiques qui sont très grandes. Donc par exemple, à ISTEM, on a des collections qui vont de 100 à 4000 molécules et c'est relativement petit parce que nous, on a juste collecté l'ensemble des principes actifs qui sont présents dans les médicaments qui sont sur le marché ou qui sont en phase terminale d'essais cliniques. Mais nos partenaires industriels qui ont des nouvelles entités chimiques ont des collections qui peuvent monter jusqu'à 1 million de molécules.
Donc pour pouvoir tester toutes ces molécules en parallèle sans a priori, donc on appelle ça de façon agnostique, il faut être capable d'avoir des cultures cellulaires qu'on va pouvoir miniaturiser dans des petites plaques qui ont 384 petits puits. Pour pouvoir tester toutes les conditions expérimentales en parallèle. Et en général, on va travailler avec 20 à 60 plaques d'un coup qui vont être prises en charge donc, par un automate, hein, parce que ce n'est pas un être humain qui peut ensemencer les cellules, les exposer aux composés dans ces formats-là avec cette quantité de plaques-là. Et elles vont être suivies, chaque plaque, avec un traçage de code barre pour identifier quel type de cellules sont dans quel puits et exposées à quelle molécule. Et ce qu'on aime bien faire, parce qu'on travaille sur des neurones, notre readout, c'est-à-dire le critère qui va déterminer l'efficacité d'un médicament, il est souvent analysé en imagerie, soit pour analyser l'expression de certaines protéines, soit pour analyser la morphologie du réseau de neurones, c'est-à-dire comment les connexions se forment, la présence des synapses, la création d'un réseau bien homogène, soit directement grâce à ces imageurs, on peut aussi enregistrer l'activité du réseau de neurones, donc vraiment de la fonctionnalité. Et c'est ce qui nous intéresse, c'est de vraiment tester les médicaments sur des neurones fonctionnels, des vrais neurones, quoi. Alors le souci qu'on a, c'est que dans le cerveau humain, il est évidemment impossible d'aller chercher des neurones vivants. Alors chez un être humain vivant, on va évidemment pas lui faire un trou dans la boîte crânienne pour prélever des cellules souches neuronales ou bien des neurones. Et post-mortem, ce sont des cellules qui survivent très très mal, donc on ne peut pas non plus les avoir en post-mortem. Utiliser des lignées cellulaires humaines pour modéliser des réseaux de neurones, ça s'est montré par le passé très peu prédictif. Parce que déjà les cellules n'ont pas le même métabolisme que les neurones. Ce sont souvent des cellules prolifératives, immortalisées. Donc les neurones par définition sont des cellules post-mitotiques. Et puis surtout, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de création de synapses. Donc c'est très peu prédictif. Donc pendant des années, pour obtenir des cultures primaires de neurones, on s'est orienté vers le cerveau embryonnaire de rongeurs. Donc en gros, on prend des embryons, on euthanasie des femelles gestantes. On va prélever les embryons à différents âges en fonction du type de neurones qu'on veut récupérer. Et on va disséquer la partie du cerveau qui nous intéresse pour avoir soit les neurones du cortex, par exemple, au niveau du forebrain, je ne sais pas si vous voyez bien ma petite flèche, soit les neurones dopaminergiques qui sont ici au niveau du midbrain. Donc on va découper le cerveau embryonnaire, le disséquer pour obtenir les petites cellules souches qui sont dedans. On appelle ça des progéniteurs régionalisés, donc qui sont déjà spécialisés pour un type de neurone, et on va les mettre en culture. Alors le problème de ces approches, d'un point de vue 3R, c'est que ça consomme, même si c'est des approches in vitro, ça va quand même consommer beaucoup d'animaux, puisqu'il faut des femelles gestantes. Et si on veut faire du criblage à haut débit, c'est-à-dire faire 60 plaques, 384 puits, il faudrait consommer énormément de femelles gestantes. Donc d'un point de vue 3R, c'est pas exactement optimal. D'un point de vue expérimental, disséquer tous ces petits embryons, c'est quand même très compliqué. Et en plus, on s'est retrouvé avec des problèmes de robustesse et de répétabilité entre les expériences, parce que dans une femelle gestante, il y a plusieurs embryons. Ils n'ont pas tous le même stade de gestation. À quelques demi-journées près, ça change tout pour l'obtention des types de neurones qu'on a. Souvent, on est obligé de prendre plusieurs femelles, donc on multiplie le problème. Et puis, la dissection, elle est très manipulateur dépendante. Dans le cas des maladies génétiques que j'étudie, si on va aussi dans ce sens-là, dans le sens des 3R, il faudrait quasiment créer un modèle de souris ou de rat pour chaque maladie. Donc, on consomme aussi beaucoup d'animaux. Et puis, bon, vous n'êtes pas sans savoir que le modèle rongeur, pour la prédictibilité des pathologies neurologiques humaines, c'est assez limité, parce que le cerveau d'un humain, c'est quand même très différent du cerveau d'un rongeur. Donc, on a eu l'idée, il y a une quinzaine d'années, d'utiliser des cellules souches pluripotentes humaines comme source de neurones et essayer de recréer de vrais réseaux de neurones humains très spécifiques. Donc, les cellules souches sont des cellules mères des types cellulaires de l'organisme. Elles ont une propriété, comme toutes les cellules souches, très intéressante, c'est-à-dire qu'elles ont une balance entre l'autorenouvellement et la différenciation. L'autorenouvellement, c'est-à-dire qu'elles peuvent se diviser à l'identique et à l'infini sans qu'on ait besoin de modifier leur génome. On n'a pas besoin de les immortaliser et en général, elles sont assez stables au niveau du génome. Et quand on le désire, en théorie bien sûr, elles sont capables de se différencier, c'est-à-dire de donner un type cellulaire terminal.
les cellules pluripotentes, elles ont cette particularité d'avoir la capacité de se différencier non pas en un type cellulaire ou en deux ou trois, mais elles sont capables de reproduire tous les types cellulaires d'un organisme, c'est-à-dire à peu près 216 chez l'homme. Donc en théorie, on doit pouvoir les amplifier pour avoir la masse cellulaire nécessaire pour faire du criblage et à volonté les transformer en neurones qui eux ne prolifèrent plus, mais du coup qui seraient de vrais neurones humains avec un génome humain et pas trafiqués. Alors, on a au laboratoire de disponibles 2 types de cellules souches pluripotentes humaines. Les premières qu'on a eues et qui restent le modèle physiologique parce que c'est celles qui existent dans la nature, ce sont les cellules souches embryonnaires. Donc elles sont isolées de la masse interne d'un blastocyste. Donc un blastocyste, c'est un embryon de 7 jours post-fécondation. Et ces blastocystes, ils proviennent exclusivement de fécondation in vitro qui ont été faites dans le cadre de couples qui sont stériles. Donc c'est jamais des fécondations faites pour faire des cellules souches. Ce sont des fécondations in vitro faites dans un cadre médical. Et lorsque les parents n'ont plus de projet parental pour ces embryons, par exemple parce qu'ils ont déjà eu des enfants ou bien parce que les embryons ne sont pas forcément d'une qualité que le médecin juge correcte pour implanter, ils peuvent décider de les donner à la recherche. Et donc, on prélève cette masse interne qu'on met en culture pour avoir les cellules souches embryonnaires. Donc ça, c'est vraiment notre modèle de choix pour la biologie du développement. Et d'un autre côté, depuis 2007, on a accès à un autre modèle grâce à la découverte du professeur Shinya Yamanaka, qui entre-temps a eu le prix Nobel pour cette découverte, qui s'appelle les cellules souches induites à la pluripotence, donc les IPS. Puisque cette fois-ci, on va prélever des cellules somatiques d'un adulte ou d'un enfant, des cellules sanguines ou des cellules de peau pour obtenir des fibroblastes. Et on va placer dessus un cocktail de 4 facteurs de transcription qui va permettre de reprogrammer ces cellules, c'est-à-dire de leur faire faire le chemin inverse vers le retour à un état proche de la cellule embryonnaire. Donc, elles sont moins physiologiques que les cellules ES pour modéliser le développement. Par contre, elles ont l'intérêt de représenter, entre guillemets, un patient en boîte de pétri, puisqu'on a vraiment le génome du patient. Alors, notre travail, il consiste bien sûr à collecter les cellules souches pluripotentes, donc soit à les reprogrammer à partir des donneurs, soit grâce à la technique de CRISPR-Cas9, maintenant on peut créer des modèles de mutation génétique dans des cellules embryonnaires saines. Et une fois qu'on a ces cellules pluripotentes, le jeu va être de les différencier en progéniteurs, comme je vous l'ai dit, spécialisés pour fournir un type de neurone en particulier. Donc des progéniteurs régionalisés, un peu comme on avait sur le petit cerveau de la souris embryonnaire. Donc par exemple, des progéniteurs du télencéphale dorsal pour donner les neurones du cortex, du midbrain ventral pour donner les neurones dopaminergiques ou du hindbrain pour donner les neurones sérotoninergiques. Une fois qu'on a ces neurones, on va comparer donc la condition pathologique à une condition contrôle et on va essayer d'identifier par des techniques d'électrophysiologie, d'imagerie, d'immunochimie ou par des analyses de RNA-seq, on va essayer d'identifier des marqueurs qui vont être différents entre les cellules de patients et les cellules des contrôles, qui vont nous permettre de pouvoir tester ensuite les médicaments sur un critère qui est relevant pour la pathologie. Donc évidemment, pendant une dizaine d'années, le gros du travail chez nous, ça a été de transformer ces cellules souches pluripotentes dans les réseaux de neurones qu'on souhaitait avoir de façon vraiment physiologique en essayant de reproduire le développement, les premières étapes du développement humain. Donc la première étape étant la formation du tube neural, donc après la gastrulation. Et une fois qu'on a ce tube, donc qui contient des progéniteurs, on va essayer d'obtenir les différentes régions du cerveau embryonnaire en appliquant des gradients de morphogènes, donc vraiment comme dans la nature. Ça, si on veut aller vers l'avant du cerveau, on va essayer d'inhiber la voie Wnt. Et plus on voudra aller vers l'arrière, plus on va activer la voie Wnt. Et puis, ça, c'est un exemple. Et pour, par exemple, obtenir une région plutôt dorsale, on va appliquer du BMP. Or qu'au contraire, si on veut une région plutôt ventrale, on va appliquer le sonic hedgehog. Et donc, le tout, c'est de jouer avec les différents facteurs, les différents timings d'exposition des cellules et bien sûr les concentrations. Donc là, je vous ai mis 2 protocoles qu'on a développés. C'est juste pour vous montrer qu'il y a différentes étapes à chaque fois pour conduire la cellule pluripotente vers le neurone différencié. La première étape, c'est toujours la formation du tube neural. Donc, vous voyez qu'on utilise un premier cocktail de molécules. Ensuite, on va l'enlever et on va appliquer les cocktails régionalisants pour obtenir
des progéniteurs soit du midbrain en haut, soit du cortex en bas. Et puis, quand on a ces petits progéniteurs, on va pouvoir les différencier en neurones comme on veut, en changeant une fois de plus le milieu de culture. Comme vous pouvez le voir sur tous ces protocoles, on s'est appliqué à avoir une étape dans laquelle on peut collecter les progéniteurs régionalisés, les amplifier sans qu'ils se différencient plus, et les congeler, parce que c'est très important pour le criblage, parce que finalement, c'est ces progéniteurs qu'on va mettre dans les plaques. Et une fois qu'on aura ces progéniteurs dans les plaques, il nous faudra que quelques semaines pour obtenir les réseaux de neurones, et on va pouvoir suivre toutes les étapes de mise en place de ce réseau de neurones. Donc là, les étapes d'abord de prolifération un petit peu de ces progéniteurs, puis de différenciation, donc de sortie du cycle, la formation des petites neurites. Quand les neurites vont se coller les unes aux autres, au bout de 4 semaines, on pourra voir les petites synapses qui sont en bas, c'est les petits points rouges, PSD95 et synapsines verts. Et au bout de 6 à 8 semaines, on a des réseaux de neurones vraiment fonctionnels et on peut voir cette fonctionnalité, donc j'espère que la vidéo va marcher, sur la 4e image où c'est du flux calcique. Et en fait, on voit qu'il y a une activité électrique parce que le calcium répond à l'activité électrique. Et de temps en temps, vous voyez quelques battements. Ça veut dire que le réseau, en fait, pulse de façon synchrone. Donc, on a vraiment des réseaux de neurones qu'on peut bien identifier d'un point de vue morphologique, dont on peut quantifier et analyser le nombre de synapses et dont on peut enregistrer l'activité. Tout ça dans des plaques 384 puits, donc amenables au criblage à haut débit. Alors, je vais quand même illustrer ça avec un exemple de ce qu'on fait pour de vrai, avec ce qu'on a fait pour le syndrome de Phelan-McDermid. Donc, c'est une maladie génétique rare qui est due à la mutation perte de fonction hétérozygote, donc d'un seul allèle du gène SHANK3. SHANK3, il est localisé à la partie postsynaptique des synapses glutamatergiques, donc des synapses excitatrices du cerveau et en particulier du cortex. Donc SHANK3 est ici où il y a ma petite flèche. C'est une protéine d'échafaudage qui tient les récepteurs aux neurotransmetteurs. Et lorsqu'on a une baisse de dosage de SHANK3 qui est due à la perte d'un allèle, on a une diminution d'efficacité de ces synapses et l'apparition de troubles du spectre autistique, d'anxiété, d'une déficience intellectuelle et d'auto- et d'hétéroagressivité. Donc c'est quand même un syndrome complexe. Donc, il n'y a pas de traitement spécifique. On ne fait que traiter les symptômes, ce qui veut dire que les patients ont souvent une polypharmacie assez élevée avec beaucoup d'effets secondaires, pas vraiment d'efficacité et surtout une adhérence au traitement qui est mince parce que forcément, quand on est malade et que ça ne marche pas, les parents n'ont pas trop envie de continuer les traitements sur les enfants. Et donc, d'autres personnes avaient déjà démontré que de remonter génétiquement les niveaux de SHANK3, donc vraiment par une approche de surexpression d'un allèle sain, ça suffisait à corriger les symptômes. Le problème, c'est que SHANK3, comme je vous l'ai dit, est exprimé à la synapse et n'est exprimé vraiment que dans les neurones. Donc, pour faire du criblage, il est hors de question d'utiliser autre chose que des réseaux de neurones, sinon on n'est pas du tout prédictif. Donc, on a décidé de faire des réseaux de neurones du cortex, donc déficients en SHANK3, et de tester la capacité de 200 molécules à restaurer les niveaux de la protéine SHANK3 dans ces neurones. Et on a choisi 200 molécules, c'est pas au hasard, c'est parce que ce sont les 200 principes actifs des principaux médicaments avec une autorisation de mise sur le marché qui sont prescrits pour des troubles du système nerveux central. Donc, ce qu'on a fait, on a prélevé des biopsies de peau, parce qu'à l'époque, on travaillait plutôt avec les fibroblastes de 4 enfants avec des mutations du gène SHANK3 qui présentent les symptômes du syndrome de Phelan-McDermid. Il faut savoir que maintenant, on fait la même chose à partir de prélèvements de sang, donc c'est vraiment très peu invasif pour les enfants. Même si la biopsie de peau avec des petits patchs pédiatriques, c'est pas très difficile. Mais bon, maintenant, on peut le faire avec du sang. On a collecté les fibroblastes, on les a reprogrammés en IPS, on a différencié donc en neurones du cortex avec le protocole que je vous ai montré. Et la première chose qu'on a regardé, c'est effectivement, est-ce qu'on récapitule quelque chose d'intéressant pour la pathologie? Donc, on a regardé, vous avez les petits points sur ces neurones-là, ce sont les synapses, la présence de SHANK3 dans les synapses. Donc, on a bien vérifié que les cellules issues de contrôle, donc de personnes saines, avaient des synapses avec beaucoup de SHANK3 dedans. Et qu'au contraire, les cellules de patients, même si elles avaient quelques synapses, il n'y avait quasiment pas de SHANK3 aux synapses. Donc, c'est ce qui est quantifié ici.
et que ceci se répercutait sur l'activité du réseau de neurones. Donc sur les petits graphes d'activité, les deux premiers sont les contrôles. Donc il y a cette activité pulsatile qui existe sur les flux calciques qui montre que le réseau est bien connecté, qu'on perd ou qu'on désynchronise chez les patients. Donc grâce à la confirmation qu'on avait effectivement moins de CHANK3 et moins d'activité dans ces neurones, on a fait le criblage à haut débit. Donc comme je vous l'ai dit, notre critère d'efficacité, c'était de réintroduire la protéine CHANK3 à la synapse. Donc on a suivi par qPCR et par imagerie. On a testé donc, les 200 molécules et on en a sorti 6 qui étaient capables non seulement de réaugmenter les niveaux de CHANK3, de bien relocaliser CHANK3 à la synapse et de réintroduire de l'activité électrique dans le réseau de neurones in vitro. Parmi ces 6 molécules, on a choisi la plus efficace, c'était le lithium, donc la molécule, le nom générique c'est Teralite, mais c'est le carbonate de lithium. Et on a décidé de redonner ce lithium aux enfants qui avaient gentiment donné leurs cellules pour pouvoir faire les IPS. Et on les a suivis pendant 1 an et on a eu la bonne surprise de voir que ces enfants, même si bien sûr ils étaient toujours autistes, voilà, c'était pas quelque chose de miraculeux, ils avaient quand même une augmentation significative de leur score de compétences sur les interactions sociales, donc le test SRS et ADOS, donc qui montre que quand même il y a eu une amélioration de leur état. Qui est assez significative pour que deux de ces enfants sortent de l'IME et puissent rentrer vivre avec leurs parents. Donc suite à ce succès, on a décidé de faire un vrai essai clinique où il y a 22 enfants inclus, pour lequel le lithium va être testé contre placebo, avec différents readouts, mais les échelles de succès principales sont évidemment les échelles d'interaction sociale. Donc ça, c'est pas fait dans notre laboratoire, c'est fait à l'hôpital Robert Debré dans le service du professeur Richard Delorme et c'est Anna Marouani, l'investigatrice principale. Et il faut savoir qu'en parallèle de ça, ce modèle, comme il a été publié et que alors l'essai clinique, j'ai pas encore les résultats, c'est pas la peine de me demander, on est en train d'expliquer les résultats. Mais voilà, le succès de cette modélisation a aussi attiré des industriels qui nous demandent maintenant de tester leur chimiothèque de nouvelles entités chimiques pour essayer de trouver des molécules encore plus efficaces que le lithium. Alors, cette technique de criblage, maintenant, quand même, elle s'est beaucoup démocratisée et ça nous permet aussi de travailler avec des pathologies qui sont moins rares. La clé du succès, c'est de pouvoir stratifier avec un critère les patients, c'est-à-dire de sélectionner d'un point de vue clinique des patients différents d'autres, soit des personnes saines, soit d'autres groupes de patients. Donc, on n'est pas obligé de faire des critères génétiques. Et ça nous permet de faire de la médecine personnalisée, puisque comme vous l'avez vu, on a des banques de repositionnement de médicaments. Donc notre approche en collaboration maintenant, c'est que pour certaines pathologies, on va se plier un peu à ce que demande la FDA, c'est-à-dire utiliser les cellules IPS comme des villages de patients, donc vraiment remplacer pour ces étapes d'identification de molécules, les souris par des IPS pour pouvoir trouver soit des nouvelles entités chimiques, soit tout simplement d'adapter le traitement des patients qui sont mauvais répondeurs. Et par exemple, c'est ce qu'on est en train de faire pour le trouble bipolaire, en collaboration avec Renata Santo, qui est à l'IPNP à Paris. Donc ça, c'est une ANR, où en fait, on a sélectionné des groupes de patients bipolaires qui ne répondent pas au traitement de base qui est le lithium, puisqu'il faut savoir que les patients avec troubles bipolaires, seulement 30% répondent correctement au lithium et 70% ne répondent pas du tout ou répondent très mal. Donc manifestement, ils ont des caractéristiques dans leurs neurones ou dans leur génome qui fait que le lithium ne fonctionne pas. Et on a décidé donc de modéliser cette différence. Donc on a des personnes saines, des personnes avec troubles bipolaires qui répondent au lithium, des personnes avec troubles bipolaires qui ne répondent pas. On a prélevé donc leur sang, on a fait les IPS et Renata a montré qu'il existait effectivement le défaut de réponse au lithium, on peut le récapituler in vitro et donc nous sommes en train de cribler d'autres molécules chez les patients résistants pour essayer d'adapter leur traitement. Voilà, donc c'est juste des exemples, mais c'est pour vous donner un petit peu l'état de l'art sur cette approche.
quand on parle de 3R, j'ai résumé un petit peu en quoi ces méthodes contribuent à remplacer ou à réduire le nombre d'animaux utilisés pour la recherche pharmacologique des maladies du système nerveux central, puisqu'on a pu complètement remplacer l'animal dans les premières étapes de modélisation de ces pathologies. On a pu remplacer l'animal pour la sélection à haut débit de traitements pharmacologiques. Que ce soit du criblage de repositionnement pour la médecine personnalisée, soit pour les nouvelles entités chimiques. On peut aussi remplacer les animaux pour l'évaluation de la toxicité de nouvelles entités chimiques sur le système nerveux central, quand c'est de la toxicité primaire évidemment et que ce n'est pas le métabolite qui est toxique. Évidemment, pour le moment, on ne remplace pas les animaux pour les études de toxicité plus complexes ou pour avoir des readouts de comportement ou voilà, ça reste quand même des modèles in vitro. Alors, je pense que tout le monde se pose la question parce que c'est très à la mode en ce moment. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec des organoïdes ou même des assembloïdes, donc avec les fameux mini-brains? Alors, il faut savoir qu'on est en train de travailler dessus, mais que pour l'instant, ces approches, elles ne sont pas possibles. On peut valider 1 ou 2 molécules sur des organoïdes avec des techniques de culture classiques. On ne peut pas encore les utiliser à haut débit, tout simplement parce que pour avoir un certain degré de maturité de ces structures en 3D, là que vous voyez dans la petite boîte, on a atteint des structures assez grosses, donc qui font plus de 5 mm, donc pragmatiquement, ça ne rentre absolument pas dans une plaque 384 puits. Donc on est en train de travailler à des techniques d'encapsulation pour pouvoir atteindre la maturité nécessaire de ces structures sans qu'elles prennent des tailles trop grosses et pouvoir les amener à la miniaturisation. Pour le moment, on a aussi des problèmes d'homogénéité et de répétabilité. C'est-à-dire quand vous lancez une culture d'organoïdes, par exemple avec 4 organoïdes dans la boîte, même si c'est tous des organoïdes du cortex, vous n'aurez pas du tout, on retourne un peu au stade des cerveaux embryonnaires de souris, ils vont pas tous être exactement au même stade de différenciation ou d'évolution. Et du coup, pour le criblage, c'est pas possible. Il faut vraiment que toutes les cultures soient parfaitement homogènes et répétables. On s'interroge sur la disponibilité des molécules à tester. Qu'est-ce qui va se passer quand on met une molécule sur une boule qui est assez dense? Est-ce que vraiment toutes les cellules vont avoir la même exposition à la molécule, alors que c'est évidemment pas le cas quand on fait de la 2D? Et puis bien sûr, il y aura toutes les automatisations de procédés pour la mise en plaque et les lectures des phénotypes en 3D. Voilà, moi j'ai terminé. Ça, c'est l'ensemble des personnes impliquées dans les travaux que je vous ai montrés. Mon équipe neuroplasticité, avec notamment les thésards qui ont soutenu leur thèse et qu'on travaille sur ce que je vous ai montré, et l'équipe de recherche et innovation technologique qui travaille sur les techniques d'imagerie, d'automatisation des cultures et de séquençage à haut débit. Je vous remercie. Donc, bonjour, je suis Nassiba. Donc, comme présenté précédemment, je suis docteur en biologie cellulaire et actuellement, je travaille en tant que coordinatrice de projet et développeuse commerciale chez Netri, qui est une entreprise biotechnologique spécialisée sur les organes sur puces et tout particulièrement sur des puces microfluidiques. Et donc aujourd'hui, dans le cadre du webinaire sur le criblage sans animaux, je vais vous présenter notre approche où on utilise des neurones sensoriels, donc des neurones du système nerveux périphérique comme capteurs bionumériques. Donc très rapidement, donc Netri, on a été créé en 2018 par Thibaut Honegger et Florian Larramendy à Lyon. On est toujours à Lyon, où on a nos laboratoires pour la production, fabrication de nos dispositifs, mais aussi pour tout ce qui est partie R&D, de services R&D, pour développer nos modèles d'application tels que étudier les maladies neurodégénératives ou les neuropathologies liées au système nerveux périphérique. Donc, nous, on se base donc sur les neurones du système nerveux périphérique, donc les neurones sensoriels. Effectivement, toutes les sensations, que ce soit vis-à-vis des stimuli externes comme la chaleur, le froid ou des stimuli internes, des sensations de bien-être ou de douleur, tout est lié, tout est médié par les neurones sensoriels. Et aussi, ils vont relier les différents organes. Donc, ça peut être des stimuli externes ou internes. Et donc, dans ce contexte, on peut voir les neurones sensoriels comme des médiateurs, des capteurs de messages, donc des stimuli,
qui vont être véhiculés à travers les prolongements neuronaux sous forme de messages électrophysiologiques qui peuvent être encodés sous forme de 0 et de 1. Donc, nous, on se base donc sur l'approche ce qu'on appelle neuron to X, c'est-à-dire qu'on peut lier notre neurone sensoriel à, par exemple, d'autres types cellulaires ou à des organes cibles, par exemple, ou au niveau donc, des terminaisons nerveuses, on peut tester différents stimuli, que ce soit des composés chimiques ou des sécrétomes ou des surnageants de cellules, où on va retrouver, par exemple, des métabolites. Tout sera capté au niveau des terminaisons nerveuses avec un signal électrophysiologique qui va se déplacer donc des terminaisons vers le corps cellulaire. Et il est donc important de capter ce signal électrophysiologique en utilisant donc des électrodes. D'où donc première étape, donc ce qu'on a fait, c'est déjà donc nous on était spécialisé dans tout ce qui est dispositif microfluidique et donc on a développé des équipements et aussi des logiciels qui permettent donc d'enregistrer ce signal électrophysiologique et aussi de l'analyser. Donc là à gauche, vous avez notre unité donc, de base. Ce sont donc nos dispositifs, nos puces microfluidiques avec 3 canaux principalement. Donc un premier canal et un troisième canal, vous allez voir qu'ils sont un peu plus larges que le canal du milieu. Effectivement, le canal du milieu, il va servir pour créer une surpression et créer une isolation fluidique pour empêcher ce qu'on va rajouter des milieux, par exemple, dans des canaux adjacents pour qu'il n'y ait pas d'interconnexion, en tout cas, il n'y a pas de déversement du liquide d'un canal vers l'autre. Et de ce fait, on peut ensemencer des neurones. Dans ce cadre-là, ça va être des neurones sensoriels issus de cellules souches pluripotentes qu'on va ensemencer, par exemple, dans le canal 1, tout à gauche. Pas ma souris. Et ensuite, au cours de la culture cellulaire, les neurones sont différenciés, vont commencer à avoir des prolongements neuronaux et on va avoir des axones qui vont traverser les différents canaux et aussi des microcanaux. Si vous pouvez voir, on a 3 canaux principaux, donc un premier, un deuxième au milieu et un troisième au bout. Et entre les différents canaux, on a des microcanaux qui vont permettre d'acheminer les axones vers le canal final, donc tout à droite. On va avoir les terminaisons nerveuses. Et c'est dans ce canal-là où on peut perfuser donc, différents composés, différents stimuli qui seront ensuite acheminés vers le corps cellulaire via les signaux électrophysiologiques. Et donc, avec nos dispositifs, on arrive effectivement aussi à mimer donc, la compartimentalisation physiologique qu'il y a dans le corps humain. Et donc, pour capter ce message électrophysiologique, on travaille avec notre partenaire Action Biosystems qui produit les feuilles avec les électrodes, donc les feuilles MEA, qu'on a pu combiner à nos dispositifs, donc à nos puces microfluidiques, pour avoir des dispositifs microfluidiques, mais aussi qui permettent de l'enregistrement électrophysiologique. Donc là, vous avez un exemple de puce MEA qu'on a ensemencé avec des neurones sensoriels issus de iPSC. Donc vous avez les corps cellulaires tout à gauche, qui sont dans le premier canal. C'est le canal où on a ensemencé nos neurones. Et ensuite, au cours du temps, on a donc les prolongements qui vont commencer à pousser et qui vont être amenés dans le canal tout à droite, où on a toutes les terminaisons nerveuses. On va donc appliquer un stimuli, que ce soit un composé ou, par exemple, on peut même faire pousser un autre type cellulaire dans ce canal-là. On va avoir donc les neurones qui vont répondre à ce stimuli. Et ce stimuli, cette réponse, va être enregistrée par les différentes microélectrodes qui, vous pouvez voir, qui sont placées au niveau des canaux, mais aussi au niveau des microcanaux où on a des prolongements axonaux. Donc, en utilisant nos plaques MEA, donc, pour la lecture, on utilise donc les lecteurs de plaques avec Action Biosystems, donc le Maestro. Et pour l'extraction des données, on a créé plusieurs outils, notamment l'outil Netri Uplink qui va permettre d'extraire les données. C'est aussi une interface qui est assez accessible pour les utilisateurs, qui va permettre d'extraire les données
de les visualiser. Et ensuite, on a donc aussi un outil, donc c'est plus une base de données qu'on est en train qui est en cours de création, en cours de développement. C'est notre base de données DataLink, où justement, on va venir créer notre sorte de chimiothèque. On en parlera tout à l'heure. Notre chimiothèque, et qui permet aussi effectivement de faire les analyses. Donc là, vous avez un aperçu de lorsqu'on lance donc la lecture des plaques MEA. Donc vous avez en haut à gauche donc l'interface uplink. Derrière, vous voyez que vous avez les différents enregistrements des signaux électrophysiologiques par puce. Et ensuite, une fois que l'analyse est faite, vous allez avoir donc un fichier Excel qui est accessible à tout type d'utilisateur. Vous allez avoir vos différentes mesures par puce, et aussi vous avez accès donc aux signaux par canal ou microcanal. Donc, pour récapituler, donc la première étape, donc nous on avait nos puces microfluidiques auxquelles on a pu rajouter donc les microélectrodes pour avoir des dispositifs MEA compatibles avec un Maestro de Action Biosystem pour la lecture des signaux électrophysiologiques. On a aussi créé plusieurs outils, dont Uplink qui va permettre d'extraire ces données, de les trier et ensuite de les envoyer vers notre base de données DataLink pour soit le stockage, mais aussi pour l'analyse. Donc ça, c'était la partie, on va dire, équipement logiciel. Donc effectivement, on peut enregistrer les différents signaux. Maintenant, il est important aussi de pouvoir caractériser nos neurones qui sont en fait dans notre système des sortes de capteurs et aussi des dispositifs en quelque sorte qui vont véhiculer le message qu'on va essayer d'enregistrer. Donc pour cela, pour caractériser les neurones, donc nous on travaille donc, dans ce cadre-là avec des neurones sensoriels issus de cellules souches pluripotentes de plusieurs fournisseurs, dont là vous avez donc un exemple d'un de nos fournisseurs Axon. Et à chaque fois qu'on a un nouveau fournisseur ou on a un nouveau lot de cellules, on va aller adapter le protocole de culture à nos dispositifs. De un, pour pouvoir, une fois que les neurones sont matures, de pouvoir vérifier ou valider qu'on a tous les marqueurs dont on a besoin, comme par exemple les récepteurs TRPV ou le relargage de la substance P. Mais aussi, ce qui nous intéresse, c'est le signal électrophysiologique, parce qu'effectivement, on peut peut-être avoir des lots de neurones qui vont moins réagir, ou en tout cas qui seront moins électrophysiologiquement actifs. Donc, c'est très important à chaque fois d'adapter nos protocoles de culture et aussi de vérifier que nos neurones sont matures. De slide. Et donc, avant chaque expérience, globalement, donc, on a ensemencé nos neurones dans l'un des canaux. Donc, par exemple, ça peut être le canal 1, le canal 3. Et avant de démarrer les enregistrements, on va toujours faire un contrôle qualité de nos neurones pour avoir l'activité basale de neurones, donc pour avoir une activité de référence, et aussi de pouvoir qualifier le nombre d'électrodes qui sont effectivement actives dans notre système. Et donc, en utilisant cette mesure basale de l'activité, toujours sur la même population de neurones, c'est-à-dire qu'on va effectivement mesurer l'activité des neurones dans une puce, et ensuite on peut tout de suite derrière appliquer un stimuli. Donc en fait, ça sera toujours sur la même population de neurones. Donc c'est une méthode d'analyse qui est non destructive, non invasive. Donc on peut ensuite relaver, faire des passages de milieu pour ensuite faire d'autres stimuli, par exemple. Et donc, on va se baser sur une approche donc, qui est différentielle, c'est-à-dire qu'on a donc un signal de base, donc un signal de référence, auquel on va ensuite donc, comparer donc, un état altéré ou en tout cas un état stimulé. Et donc, on va utiliser une approche qui est différentielle. Cette approche différentielle peut être utilisée de deux manières. On sait qu'il y a des composés qui vont avoir un effet, on va dire, plutôt long terme, ou en tout cas, on a besoin de voir un effet sur le temps, au cours du temps. Donc, c'est ce qu'on appelle la méthode time response. On va regarder donc une mesure de l'activité neuronale avant le stimuli et
ensuite donc l'évolution du signal au cours du temps post-stimulation. On peut aussi avoir des composés qui vont avoir une réponse immédiate, donc une réponse aiguë. Donc là, c'est tout à droite. C'est la méthodologie de la fast response. On va enchaîner différents, donc on va utiliser par exemple un premier enregistrement, donc avec par exemple juste du passage du véhicule ou du milieu, et aussi un contrôle positif post-ajout du stimuli pour avoir en fait notre fenêtre d'essai. Et on va regarder comment notre composé se comporte dans cette fenêtre d'essai où il se positionne. Donc, grosso modo, on va vérifier que nos neurones sont sensibles à des stimuli qui réagissent, donc ils ont déjà une activité basale qui répond à nos standards internes, mais aussi qui sont capables de répondre à des stimuli, par exemple à des composés de référence. Et donc, on va regarder la différence de l'activité. Donc là, vous avez un exemple globalement, en fonction des différents composés ou des applications, on va plutôt aller soit sur une méthodologie fast response, soit sur une méthodologie time response. Donc, quand vous allez avoir vos enregistrements, tout en haut à gauche, vous avez donc un raster plot qui montre les signaux captés soit dans les canaux en différentes couleurs de bleu, soit en jaune et rouge, donc c'est dans les micro-canaux. Et ensuite, on va pouvoir visualiser la différence par rapport au signal basal. Lorsqu'on ajoute, dans ce cas-là, on a fait un choc hypoosmotique pour justement induire, donc pour stimuler les mécanorécepteurs qui sont notamment vont être activés lorsqu'on va par exemple exercer une pression. Donc c'est notre système, notre modèle de, par exemple, de tester tout ce qui est douleur, mais lié à la pression, où on va justement activer les mécanorécepteurs. Donc là, on sait que nos neurones, ils arrivent à répondre à différents stimuli via une approche différentielle. On peut utiliser cette approche pour étudier différentes applications, notamment dans le domaine de la dermatologie, par exemple, en testant donc, des composés qui vont agir sur le pH, par exemple, comme l'acide lactique. On peut aussi visualiser l'effet de changement de température, donc des changements, par exemple, peut-être des stimuli externes, par exemple, changement de température, mais aussi on peut directement stimuler les récepteurs, par exemple, qui réagissent au froid via des composés tels que le VS12. On peut aussi, comme on s'intéresse au système nerveux périphérique, on peut aussi étudier donc, les facteurs pro-inflammatoires. On peut aussi tester des composés donc, antalgiques et aussi tout ce qui est donc paclitaxel, qui aussi, on sait très bien, qui peut induire donc, une douleur liée à tout ce qui est chimiothérapie. Et un axe qu'on est en train de développer, c'est l'axe cerveau-intestin. Justement, on voit que nos neurones, on peut voir l'effet proactif, ou en tout cas protecteur du propionate, qui va donc protéger les neurones vis-à-vis, par exemple, des stimuli tels que les LPS, les polysaccharides, donc, qui se trouvent sur les bactéries Gram-1, par exemple. Donc, effectivement, en fonction des composés de l'application, on va plutôt se pencher soit sur une méthodologie time response ou plutôt une méthodologie fast response. Donc, on sait que nos neurones sensoriels, lorsqu'on met dans nos dispositifs, ils sont capables donc, de réagir de façon différentielle à différents types de stimuli. On sait que donc là, on s'est basé sur un ou deux mesures, donc deux métriques. Mais on sait que lorsqu'on va faire des enregistrements électrophysiologiques, on va avoir accès donc à différentes métriques, donc à une pléthore de métriques qui, lorsqu'on l'applique par exemple sur la configuration particulière, par exemple lorsqu'on regarde toutes les métriques qui sont enregistrées dans le canal 1, donc on peut voir qu'on peut avoir différentes variations. On a quelque chose, on va dire, on commence à avoir une signature du signal dans le canal 1. Et lorsqu'on regarde, on combine avec toutes les autres configurations, que ce soit dans les micro-canaux ou canaux, on peut commencer à voir en fait une sorte de cartographie du signal en fonction des différentes métriques.
Et lorsqu'on a commencé à regarder de plus en plus tous ces signaux, on a commencé à voir que ça ressemblait plutôt à une sorte de QR code, ou ce que nous on appelle une signature digitale. En fait, la signature digitale, donc, qui représente en fait la variation donc, de signature digitale différentielle entre un état, on va dire, de référence. Ça peut être un état sain ou un état, par exemple, pathologique, suite auquel on va comparer un état, par exemple, stimulé ou lorsqu'on veut, par exemple, tester de nouveaux composés pour retrouver un état sain. Et il faut imaginer que chaque pixel du QR code, c'est une métrique. Donc, c'est une mesure qu'on a calculée, donc une mesure différentielle de notre système. Et lorsque, juste en regardant déjà de base, quand on regarde déjà, par exemple, on veut comparer deux signatures digitales, là on a pris par exemple l'effet de la température, donc l'effet de lorsqu'on va chauffer donc à 41 degrés les neurones, ou l'effet d'un agoniste. Déjà en utilisant deux métriques, donc deux mesures, donc imaginez donc le QR code, on a pris juste deux mesures, on commence déjà à voir qu'on commence à avoir une ségrégation entre les populations des neurones donc, qui ont subi donc, un choc thermique et ceux qui ont subi donc, un effet d'agoniste. Donc ça, c'est juste avec deux métriques, on commence à voir qu'on a une ségrégation des populations. Et lorsqu'on commence à prendre en compte de plus en plus de métriques, donc, on va créer donc, des espaces à n dimensions, donc à n métriques, on peut commencer à voir qu'on arrive à, de plus en plus à avoir une meilleure ségrégation entre les différentes populations. Là, on a testé donc avec des composés de référence, donc des composés pharmacologiques très bien étudiés, très connus, comme la veratridine et aussi la lidocaïne. Et donc, on a choisi des métriques qui sont bien discriminantes. Donc, en regardant, donc, on a choisi des métriques bien discriminantes entre les deux populations. Donc, on a fait un premier tri. Et ensuite, on construit un PCA. Et on peut voir qu'effectivement, on arrive à bien distinguer les populations, donc en tout cas les données qui sont générées via le stimuli de veratridine et celui de la lidocaïne. Donc ensuite, en fonction, comme on a vu tout à l'heure dans les puces microfluidiques, on va avoir des neurones, donc on va avoir les corps cellulaires qui vont rester dans le canal 1 et les terminaisons nerveuses qui vont se retrouver dans le canal 3. Dans ce canal 3, on peut donc appliquer différents types de stimuli. Par exemple, si on veut tester un nouveau composé, on va cribler de nouveaux composés. On va pouvoir donc tester notre composé cible et ce composé cible il va se retrouver quelque part dans notre espace n-dimensionnel et de cette sorte on peut prédire son effet potentiellement neurotoxique ou au contraire apaisant par exemple. Donc, pour juste vous donner un aperçu de tout ce qu'on a discuté, donc en construisant donc un système bien caractérisé pour l'enregistrement des signaux électrophysiologiques, en ayant aussi des cellules de référence qu'on a bien caractérisées et aussi des composés de référence, on est capable de construire une librairie digitale composée de différentes signatures, donc de différentes métriques à une dimension, auquel on peut ensuite tester un composé lorsqu'on a besoin, par exemple, de tester un nouveau composé pour prédire son efficacité ou sa potentielle toxicité, qui va nous permettre donc de situer ce composé-là par rapport à des composés références de notre biobanque ou librairie digitale qu'on est en train de construire, de sorte à pouvoir justement faire du criblage, mais aussi de diagnostic. Par exemple, si on considère que notre composé de référence, c'est en fait le modèle de référence, c'est par exemple un phénotype sain, et ce qu'on essaye de retrouver dans la biobanque, de positionner dans la biobanque, c'est un phénotype, par exemple, malade. Donc actuellement, nous, on propose donc effectivement nos dispositifs MEA. On s'y propose des services donc, de criblage de différents composés. Et bien sûr, on peut aussi co-développer donc, de nouveaux modèles, notamment par exemple la barrière encéphalo-rachidienne. Et on peut avoir donc différents types d'applications utilisant le modèle donc, je viens de vous présenter, allant de l'oncologie jusqu'à la toxicologie, jusqu'à tout ce qui est
maladies neurodégénératives qui sont ciblées au système nerveux périphérique. Donc, merci d'avoir participé à notre présentation. Si vous avez des questions et ou si vous voulez en savoir plus sur notre dispositif, n'hésitez pas à regarder notre site internet.